Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de nous brancher sur vous et nous vous imaginons bien nombreux à nous écouter ici à Lomé, dans la région maritime, un peu partout au Togo par le biais des médias partenaires, Radio Lumière à Neho, Radio Centrale FM à Tchaoudjo, Radio Sama FM à Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapon. Nous n'oublions pas l'application Canal FM et également ceux qui nous écoutent sur les radios numériques. Eh bien, en cette journée du mardi 5 mai 2020, le Club de la Presse voudrait exprimer ses pensées spéciales de félicitations, de gratitude et d'exhortation aux sages femmes du Togo et du monde entier, ces braves dames qui célèbrent aujourd'hui leur journée internationale sur le thème national ici au Togo, la profession sage-femme au milieu du Covid-19. Nous sommes également et toujours dans la dynamique de la commémoration de la 27e journée internationale de la liberté de la presse sous le thème donc le journalisme sans crainte ni complaisance. Et en la circonstance, plusieurs stations de radio comme Radio Nana FM, Radio Zéphyr, Radio Métropolis, Radio Taxi FM, Sport FM, Victoire FM et naturellement Canal FM, tout comme d'autres radios de l'intérieur du Togo, mutualisent leurs énergies et animent depuis hier des programmes synchronisés sur le thème la liberté de la presse à l'épreuve du Covid-19. Et je puis déjà vous annoncer que demain mercredi, nous animons le Club de la Presse spécialement sur le thème. Cette émission qui sera reprise en synchro sur l'ensemble de ces radios de Lomé et du Togo profond. Venons-en maintenant à l'équipe technique qui nous accompagne, Datevi Thomas et Michel Vitogbe Tomega à la console technique, pendant que Jérôme Dakoucha s'occupe de l'enregistrement qu'il mettra à votre disposition sous la version numérique, notamment que vous pourrez suivre sur YouTube. L'occasion pour nous de saluer nos compatriotes qui nous écoutent un peu partout aux États-Unis d'Amérique, au Canada et dans divers pays d'Europe et d'Afrique. Eh bien, l'équipe de ce jour en face de moi, notre aristocrate au crâne plus déplumé que jamais, Primus Doche Arlidja, bonjour. Bonjour, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. Bonjour le plateau, bonjour Pape Koujo, bonjour Sasgaou. Ah, pas Koujo. Justement, merci d'avoir trahi le secret. Enfin, c'est pas un secret que Eric Hugues Johnson, Pape Koujo de son prénom authentique, le patron du journal L'Union pour la Patrie, paru aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour Primus, bonjour chers amis invités, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Merci. Le dernier c'est Jacques Lemou, bonjour. Bonjour. Vous êtes confrère journaliste, vous managez un média numérique qui s'appelle Radio Auréole. Radio Auréole, c'est une radio numérique. Oui, c'est un web radio et presse en ligne. Et vous êtes également le secrétaire général de l'ATOPEL qui regroupe l'ensemble des médias numériques du Togo. C'est bien ça. Et à la circonstance de la journée du 3 mai, l'ATOPEL a sorti une déclaration que nous avons évoquée hier. Oui. Nous avons souhaité que vous-même soyez à nos côtés pour nous en parler. Juste le temps que nous partagions la pensée du jour. Et c'est Varel Chitembo qui a écrit, citation, « Dans la vie, c'est bon de viser loin quand on vise bien. » Encore une fois, dans la vie, c'est bon de viser loin quand on vise bien. Alors, il y a d'abord Primus, il y a d'abord la problématique de viser, de bien viser et de viser loin. Voilà, trois problématiques. Non, comme disait l'autre, éviter de viser bas
parce que vous risquez de l'atteindre. Donc c'est l'inverse qu'il est en train de nous dire. Donc il faut d'abord bien viser et vous voir grand et loin. Merci, nous avons plein de défis devant nous. Il y a d'abord ce problème de la pandémie du Covid-19. Nous devons bien viser et viser loin pour vraiment arriver à nous sortir de cette pandémie et également pour souhaiter un heureux mandat à Faure Gnassingbé. Il a prêté serment dimanche dernier. Il a devant lui 5 ans dans ce Togo avec plein de défis. Le défi de la pandémie du coronavirus, le défi du sous-emploi, pour ne pas dire le chômage, le défi de la pauvreté, de la misère, le défi de relever le PND. Eh bien, Monsieur le Président, Faure Gnassingbé, visez bien et visez loin. Eh bien, commençons donc par notre journée. Je rappelle donc que toute cette semaine, le Club de la Presse va revenir sur la journée internationale de la liberté de la presse. Je rappelle le thème, c'est le journalisme sans crainte et sans complaisance. Ça veut dire que nous autres journalistes du Togo et d'ailleurs, nous devons faire notre travail sans avoir peur d'être enfermés par exemple, mais également sans être complaisants. Si le gouvernement fait bien, nous le dirons. Si le gouvernement expose quelques failles, nous le critiquerons. Et si nous en faisons autant pour le gouvernement, personne ne sera à l'abri ni des félicitations, ni des critiques. Eh bien, Jacques Lemou, oui. Je le disais à l'occasion de cette journée, la TOPEL, l'association des presses en ligne, vous avez sorti une déclaration. Voulez-vous nous ressortir les grandes lignes de votre déclaration? Oui, et merci d'abord pour l'invitation. Je voudrais quand même saisir cette occasion pour féliciter Canal FM pour ce grand travail que vous abattez ici. Que nous abattons, c'est un travail d'ensemble. Ok, que nous abattons pour donner la meilleure de l'information à nos populations. Alors, effectivement, le 3 mai dernier, nous avons eu l'occasion de célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse et c'était également l'occasion pour nous en tant que membres de l'ATOPEL, Association togolaise des organes de presse privée en ligne, et de sortir un communiqué pour, je ne sais pas, éclairer davantage les populations sur d'abord le travail que nous faisons. Et en résumé, nous avons touché quelques points, par exemple en remerciant tous nos confrères qui tous les jours ne ménagent aucun effort dans toutes les difficultés que nous traversons, avec toutes les pressions que nous subissons pour donner cette information-là de façon professionnelle. Alors nous avons remercié nos confrères et nous avons également rendu hommage à tous ces confrères-là qui ont perdu la vie en exerçant ce métier noble qu'est le journalisme. Nous avons également saisi l'occasion pour toucher, sinon remercier également les dirigeants par rapport à ces modifications, sinon à ce paysage médiatique qui est revu véritablement, en tout cas que le gouvernement a essayé de revoir en impliquant davantage la presse en ligne, c'est-à-dire que le code de la presse dernièrement révisé prend désormais en compte la presse en ligne. Merci. Alors ça nous a, c'est quand même quelque chose à saluer. Et maintenant, il faut nécessairement que dans l'application, on puisse sentir véritablement le contenu, la pratique du contenu même de ce qu'il y a dans ce code-là. Et nous avons donc exhorté, et sinon plaidé pour que nécessairement les ressources nécessaires soient mises
à la disposition de cette presse en général, et en particulier la presse en ligne, pour que le travail que nous sommes appelés à faire puisse se faire avec beaucoup de professionnalisme, et que nous nous sentions véritablement dans notre contexte dans le contexte de du thème que nous avons choisi, sans complaisance et sans le crainte, journalisme sans crainte ni complaisance. Oui. Merci donc Jacques Lemou, secrétaire général de l'ATOPEL. Je rappelle que l'ATOPEL est présidée par une dame, Hélène Doubidji. Oui. Elles sont deux dames à diriger des organisations professionnelles des médias. Donc Hélène Doubidji pour l'ATOPEL, et également notre chère Patricia Adjoa Hanou Adjisekou, qui est la secrétaire générale de l'UGIT, qui arrive à la fin de son deuxième mandat. Elle nous dira si c'est son deuxième et dernier, ou bien s'il y a possibilité de reconduction. Et l'occasion également pour nous de saluer toutes les femmes directrices d'organes de médias, dont Roland Diatoubé Aziaka et Coup Conscience TV. Également Estelle qui publie le journal Kamgou. Et parler de la presse en ligne, également parler du thème de cette année, le journalisme sans crainte ni complaisance. Pakudjo, on ne peut pas ne pas avoir une pensée à l'endroit de notre confrère Jérôme Soussou au Bénin, qui passe en appel aujourd'hui dans ce procès qui lui est fait. Jérôme Soussou qui a juste rapporté les propos du procureur de la République du Bénin. Pour ça, il a été arrêté, il est détenu en prison depuis quelques mois. Il passe en jugement aujourd'hui en appel. Oui, effectivement, notre confrère depuis quelques mois subit une pression, une très forte pression, non seulement physique mais également psychologique par rapport au travail qu'il effectue, sa profession. Le journalisme, c'est une profession, et le thème que nous évoquons aujourd'hui, le journalisme sans complaisance ni crainte, c'est justement par rapport à cela. Nous ne devons pas avoir peur des abastiments, nous ne devons pas avoir peur de ce qui nous attend sur le terrain. Il faut dire les choses comme nous les voyons, comme nous les pensons, au risque de plaire à certains qui voudraient bien qu'on dise des trucs à leur goût, et juste pour leur plaire. Non, le journalisme ne doit plus s'effectuer de cette manière. Chacun a quand même son opinion, on le sait. Là, il faut faire un travail professionnel. Je crois que notre confrère, au jour d'aujourd'hui, le régime de Patrick Talon, qu'il a embastillé, ne peut pas donner une raison suffisante pour que ce confrère-là se retrouve en prison depuis quelques mois. Non, parce que il n'a fait que rapporter les propos de quelqu'un, et il a analysé ses propos. Et Patrice Talon et ses ouailles auraient voulu qu'il dise le contraire de ce que le président Ajavon et ses collègues ont dit. Non, le gars, il a repris exactement ce que les autres ont dit, il les a analysés. Est-ce que c'est une raison suffisante pour enfermer un journaliste? Je crois que nous devons aujourd'hui, avec cette journée de la liberté de la presse, recommander à tous les dirigeants du monde entier de faire en sorte que le journalisme se pratique dans de très bonnes conditions. Le journalisme sans crainte ni complaisance. Nous allons nous évertuer avec autant de professionnalisme à relever ce que les gens font, en bien ou bien en mal, et assorti de critiques, pourquoi pas. Quand même, Primus, c'est quand même une petite satisfaction qu'au Togo, en tout cas à ma connaissance, il n'y a pas de journaliste qui soit en prison aujourd'hui, encore moins de journalistes qui soient obligés de fuir le Togo pour ses opinions. Et le dernier classement de RSF nous fait constater un bond de 5 places, même si ces dernières semaines ont rimé avec ces sanctions que la HAC a prises contre les confrères Liberté, l'Alternative et Fraternité. Voilà l'état de la presse aujourd'hui, tel qu'on peut le dresser sommairement. Eric à ma gauche ne va pas me contredire.
qu'il fut un temps où lui-même, en tant que journaliste, pour ses parutions, a été obligé d'être en dehors des frontières du Togo. Et qu'aujourd'hui, il est de retour. Et ils étaient nombreux à l'époque. Ils étaient nombreux. Ceux qui faisaient paraître leurs journaux et se réfugiaient derrière la frontière. Ils sont nombreux. Et je passe ici, je fais coucou à mon neveu Spero Oumé, qui aussi a été un pionnier de cette époque. Heureusement. Et là, nous allons dire merci au président Faure Gnassingbé, qui fait aussi des efforts pour changer le climat de la presse au Togo. Grâce à ces lois, beaucoup de ses confrères-là sont aujourd'hui revenus et écrivent dans leurs journaux ou parlent sur des antennes comme Canal FM. Merci, nous sommes les héritiers. Il m'a lancé un pic, il faudrait que je lui réponde. Mais c'était vrai quand même. Oui, mais vous savez, le Togo, de façon générale, a évolué dans ce domaine de la liberté de presse. Parce que nous avons été les témoins de ce que pouvaient vivre les journalistes pour leurs écrits, pour leurs propos, pour leur, disons, image. Et vous savez, il y a un temps où, c'est vrai, quand vous-même vous paraissez, vous êtes en dehors des frontières, vous attendez jusqu'au soir pour voir s'il n'y a pas feu au pays. Parce que, à cause d'une seule phrase, vous pourrez tout de suite vous retrouver en prison, vous pouvez vous retrouver en détention, etc., etc. Certains sont obligés de quitter carrément le pays, ils ne reviennent plus pour leur écrire tout ça. Aujourd'hui, c'est une bonne chose que cela ne se passe plus sur la terre de nos aïeux. Et nous voudrons quand même demander aux autorités de continuer dans ce sens-là pour que les journalistes puissent parler, puissent écrire et puissent filmer tout ce qu'ils voient afin de donner de l'information à l'opinion. Cela y va de notre démocratie. Merci. Nous sommes les héritiers des sacrifices consentis par nos aînés, nos devanciers, à ceux qui ont payé un peu de leur témérité, leur travail, et qui ont dû faire la prison à un moment. Je pense à Julien Haï du journal Écho, Nouvelle Écho, ou encore Lucien Diossou-Mensan, Le combat du peuple, Dimas Dikodo, et Colombo Papabia qui avait été arrêté, détenu faut pas oublier en 2003. Je n'oublie pas Basile Lago. Voilà, si j'en oublie, vous m'excusez. Voilà ceux qui avaient fait la prison. Le doyen Mohamed-Messé. Voilà, certains avaient dû fuir le pays. Certains ne sont même plus jamais revenus. D'autres ont fait la prison. Et le fruit, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons en pleine journée animer le club de la presse, dire à Faure Gnassingbé ce qu'il fait que nous trouvons bien et que nous trouvons mal, critiquer les divers partis de l'opposition et sortir, rentrer tranquille chez nous, revenir le lendemain. Jacques Amou, voilà le sacrifice que nos devanciers ont consenti, dont nous profitons, et encore que nous excellions en professionnalisme pour que cette liberté-là soit toujours garantie. Oui, je vais donner un petit exemple. Hier, nous avons eu l'information du décès du colonel Madjoulba, à travers Gapola.net. Ça a été quand même fait dans une spontanéité donnée. Et j'avoue que il y a de cela peut-être 10 ans ou 15 ans. Non, 20 ans. Ou 20 ans, oui. 20 ans, vous m'aidez. Ça ne pouvait pas se faire aussi facilement comme ça. Vous sortez cette information, mais vous l'avez trouvée où? Et qui vous a filé cette information? Un média privé qui annonce le décès quelque peu tragique d'un officier supérieur de l'armée togolaise. Ça c'était pas donné. C'était pas donné. Donc, quand même, il faut remercier ce cadre qui a évolué, malgré qu'il y a encore à faire. Ça, on sait qu'il y a encore à faire, mais il faut quand même remercier ce cadre. Alors, justement, ce que Jacques Lemou évoque là nous rappelle. C'est vrai que l'information circule depuis hier. Le colonel Madjoulba, qui commandait la BI, qu'on aurait trouvé
ensanglanté dans son bureau. D'aucuns disent que il aurait reçu un coup de poignard. D'autres pistes même avancent, disons, des traces de balles. L'information circule sur tous les réseaux sociaux, les médias en ligne. Mais hier soir, je me suis attelé devant Radio Lemay, devant la TVT, pour avoir l'information officielle. Et ni les forces armées togolaises, ni le procureur de la République, ni les médias publics n'ont daigné nous donner cette information. Pakujo, cela pose un problème. La non-réactivité des autorités publiques et des médias publics, ce qui laisse croire que les médias privés versent plutôt dans le sensationnel. Non, est-ce que c'est le sensationnel? C'est l'information que les médias privés donnent. Et les médias publics sont régis par d'autres dispositions. Le journaliste du média public ne peut pas, de son propre chef, donner cette information-là instantanément, comme le média privé peut le faire. Donc, je me dis, on doit avoir au niveau du média public la réaction des autorités de l'armée, des autorités pénitentiaires, judiciaires. Vous parlez du procureur général et avant de pouvoir rendre public ces informations. Donc les médias privés jouent pleinement leur rôle en donnant de l'information en temps réel par rapport aux médias publics. Mais d'accord, mais Primo, il faut quand même que nous attendons plus de réactivité, voire même de proactivité des pouvoirs publics. Dès qu'une information est quelque peu avérée, il faudra quand même que les autorités publiques situent l'opinion. Non, oui et non. Parce que d'abord, l'armée même ne fonctionne pas comme ça. L'armée n'a pas devoir de vous annoncer le décès d'un officier supérieur surtout. Surtout. Ça, c'est... D'abord, l'armée ne s'adresse pas au public. Et le décès ou la mort d'un officier supérieur, c'est interne à l'armée. Si on doit le faire connaître au supérieur de cet officier-là, point, ça s'arrête là. Donc, si maintenant, la presse privée la publie, c'est qu'il y a une fuite. Et je vois très mal l'armée en train de sortir pour corriger une fuite dans la presse. Et surtout que, à l'heure actuelle, personne ne peut donner avec précision les conditions dans lesquelles cet officier supérieur-là est décédé, retrouvé mort dans son bureau. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça la presse privée peut donner l'information du décès de cet officier supérieur-là, sans toutefois préciser les conditions dans lesquelles ce décès-là est intervenu. Voilà pourquoi il faut attendre aussi la réaction des officiels pour pouvoir informer l'opinion. Donc, en attendant cette confirmation officielle, soit des forces armées, ou bien du ministère de la Défense, ou bien de qui de droit, nous avons quand même le triste privilège de présenter à l'armée togolaise et à la famille du lieutenant-colonel Madjoulba nos condoléances les plus sincères, que Dieu lui-même pense cette douleur béante dans les cœurs des parents et amis de feu le colonel Madjoulba. Eh bien, c'est mardi, c'est une tradition. Mardi, le Club de la Presse aborde quelques informations d'ordre culturel. Merci de nous en fournir l'occasion. Pakujo, votre journal, l'Union pour la Patrie, vous écrivez que la série togolaise Oasis de Yobo Studio est actuellement visible, consultable sur l'échelle Canal Plus International. Oui, Canal Plus L, justement, avec précision, parce que déjà le dimanche autour de 19h15, ils ont passé déjà 2 épisodes de cette série togolaise au nom de Oasis. Au fait, si je peux faire un petit résumé de cette série, c'est une dame qui a été recrutée dans une entreprise et elle a commencé par faire de l'investigation et qui devient en quelque sorte
comment ça s'appelle peut-être une espionne. Voilà, un espionnage industriel. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme elle l'aurait souhaité, puisque au cours de son travail, elle a dû rencontrer une personne qui la connaissait depuis longtemps. Donc, c'est cette façon de faire là que l'autre va essayer de suivre et de dénoncer. Ça, c'est la trame de la série. Mais le mérite cette série est réalisée par une compatriote togolaise. La jeune dame Akereburu, Angela Akereburu. Voilà. Eh bien, c'est une série réalisée ici au Togo, par une Togolaise, avec des artistes du Togo, du Ghana, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Primus, voilà ce que Angela a commencé et nous lui souhaitons bonne chance. Ah oui, elle fait du bon travail. Elle est très engagée, très professionnelle d'ailleurs, dans le monde du cinéma. Je me fais le casting et j'ai échoué. Vous avez... reprenez ça à haute voix. J'ai fait le casting mais j'ai échoué. Disons que vous n'avez pas été retenu. Voilà, j'ai pas été retenu. Pour cette fois-ci. Voilà. Eh bien... c'est quand même pas tous les jours pas qu'on déclare en direct sur un média qu'on a été recalé avec concours. Mais voilà, c'est ça. Au fait, ce que Primus vient de faire, c'est en quelque sorte l'esprit du journaliste. C'est-à-dire dire ce qui est, ce qu'il y a et on est à l'aise. Voilà, c'est pas tout le monde qui peut déclarer, voilà, moi j'ai participé à un truc où j'ai été recalé. Non, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que Primus, il a le sang de journaliste et il faut continuer comme ça. Merci. Eh bien, avant d'aller plus loin, je reviens à vous, Jacques Lemou, secrétaire général de l'ATOPEL. Et il y a votre déclaration que vous avez sortie à l'occasion du 3 mai. Nous en avons parlé. La presse dans cet environnement de Covid-19, en même temps la presse à l'épreuve des difficultés financières, notamment l'aide 2020 de l'État à la presse qui a été augmentée de 100 à 150 millions de francs CFA, et généralement cette aide était débloquée vers la fin de l'année, mais le gouvernement a anticipé l'aide qui pourrait être disponible dans les rédactions d'ici la fin de cette semaine, tel que Aimé et que le président de l'OTM l'a dit. Il y a eu toute une polémique avant, la presse en ligne n'arrivait pas à bénéficier de cette subvention. Qu'est-ce qu'il risque d'en être pour cette fois-ci, Jacques? Merci. C'est pour la période, l'aide de l'État à la presse actuelle qui va être affectée aux différents organes. C'est pour la période 2019-2020. Et c'est pour... mai 2019, avril 2020. Alors, il s'est fait que le code de la presse, en réalité, est voté en décembre 2019. Et comme les autres ont eu à l'expliquer ici en studio sur Canal FM, c'est ça la raison fondamentale qui fait aujourd'hui que la presse en ligne ne pourra pas bénéficier de l'aide de l'État à la presse pour cette période-là. En réalité, nous avons fait des démarches aussitôt quand nous sommes venus. Nous avons été élus comme responsables de la TOPEL. Nous avons fait des démarches vers la RAC et on nous a dit essentiellement que selon les conditions qui sont posées, d'abord il va falloir qu'un décret soit signé pour permettre. Ce décret-là doit tenir ou consacrer toutes les conditions, parce que quand vous prenez les organes qui profitent de l'aide de l'État à la presse aujourd'hui, vous allez voir que il faut respecter certaines conditions. Il faut qu'un certain nombre de parutions soient faites, ce qu'on appelle dépôt légal au niveau de la RAC. Il faut aussi être bien constitué. Tout ça là, c'est vrai qu'il faut le faire avant d'avoir le récépissé. Mais au niveau des organes de presse en ligne,
on n'a pas encore totalement mis tout ça là en place. Donc il manque que le gouvernement prenne un décret d'application. Alors, comme vous êtes les premiers concernés, quel plaidoyer vous menez pour amener les autorités à prendre ce décret d'application au plus tôt? Alors, c'est ça, et c'est effectivement le travail qui se fait actuellement. Nous avons repris les démarches avec la HAC, et actuellement, je puis dire, si je ne me précipite pas pour donner des informations que nous n'avons pas encore données à nos membres au sein d'Atopel, qu'il y a des démarches en cours. Et nous les avons annoncé que cette démarche-là sera enclenchée aussitôt. Et le lendemain, quand l'aide de l'État, l'information est tombée, nous sommes partis pour voir les responsables de la HAC pour discuter de fond en comble sur tous les contours qu'il faut véritablement arranger pour bénéficier, pour être rassuré que pour la période 2020-2021, que même si on n'arrivait pas à profiter de la présente aide, donc les tractations sont en cours. Oui, eh bien, comme on dit chez nous en public que la chaîne ne met pas bas en public. À vous, moi, la mot de mots. Donc, nous souhaitons de bonnes tractations et que les autorités vous prêtent des oreilles bienveillantes et attentives pour que d'ici un an, vous puissiez être éligible pour ce qui est de la subvention publique à la presse. Oui. J'allais ajouter également que nous allons demander à tous les membres, d'abord tous les membres, parce que c'est pas toutes les presses en ligne aujourd'hui qui sont membres d'Atopel, il faut l'ajouter. Mais il nous faut aussi un peu de patience. Dans cette logique-là, je pense aussi que les uns et les autres doivent commencer véritablement à faire confiance au bureau d'Atopel, parce que au même moment, vous êtes acharnés à faire dans cette démarche-là, au même moment, tout le monde pond ses communiqués, ça et là, et parfois ça ne rend pas la tâche aussi facile. C'est-à-dire que vous avez derrière vous l'impatience de vos membres et devant vous la difficulté des négociations. Oui. Eh bien, je ne sais pas quel âge vous aviez au moment de la conférence nationale souveraine en 91. Vous connaissez un certain Vivien Yao comme la vie, ministre de l'époque, il disait, si vous mangez de la pâte et que entre-temps la sauce finit et que vous envoyez quelqu'un aller chercher la sauce, si celui-là vient vous raconter tout ce qu'il a dû entendre et endurer avant de vous ramener la sauce, vous perdriez votre appétit. Mais du courage, c'est ça également le propre d'un dirigeant, du courage. Tenez ferme et que les négociations aboutissent pour satisfaire l'impatience de vos membres. Je peux continuer. Alors, il y a également une autre aide qui est en négociation actuellement, et je peux avouer que ça serait nécessairement une aide spéciale, et c'est ça qu'on est en train de solliciter. Et j'espère que le chef de l'État est en train de nous suivre, ou bien il aura quand même le retour. Le retour, nous en avons besoin, surtout dans ce cadre de Covid-19. Il y a beaucoup de nos aînés qui sont passés par ici qui l'ont dit, mais je pense que nécessairement, il faut que la presse en ligne, surtout, soit accompagné aujourd'hui, parce que c'est l'ensemble des médias qui ont besoin d'un fonds de soutien pour la sensibilisation. Un fonds de soutien conséquent. Fonds de soutien conséquent. Merci pour le compliment. Eh bien, nous avons tous besoin d'un fonds de soutien conséquent pour mener cette sensibilisation contre le coronavirus. J'ai annoncé que des radios de l'Emeu de l'intérieur se mettent en ensemble pour animer des émissions synchronisées toute cette semaine. Il y a une émission qui a été animée il y a juste 1 heure sur Radio Métropolis. Des confrères comme Noël Tadegno et Loïc Lasson sont abondamment revenus sur ce problème. Nous y reviendrons nous-mêmes demain au cours de notre émission. Okay. Maintenant, nous pouvons évoluer tout en rappelant à nos amis auditrices et auditeurs que à partir de 12h, dans 27 minutes, ils pourront entrer en ligne sur les deux numéros 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-animer avec nous par leurs questions, leurs suggestions, pourquoi pas leurs critiques. Maintenant, nous ouvrons la page du Covid-19, cette pandémie qui endeuille le monde entier, qui confine des milliards d'humains
et qui conduit à un ralentissement de toute la vie sociale, eh bien, nous faisons le point au jour le jour. Et Pakoudjo, votre journal L'Union pour la Patrie, vous nous parlez de l'évolution de la riposte. Quelle est la situation en cette journée du mardi 5 mai? Aujourd'hui, je crois que nous sommes déjà à 100... Hier, j'étais à 126. 126 cas confirmés, avec 71... 114 cas guéris et 9 décès toujours 43 cas actifs. Donc les chiffres depuis hier n'ont pas évolué avant notre arrivée en studio ce matin. Donc je pense que c'est une situation critique actuellement. Je ne sais pas si au Togo on peut déjà parler d'atteinte de notre pic, parce que avec l'évolution et ce qui se passe dans le nord du pays, franchement, ça devient inquiétant. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement quelques jours, les cas confirmés nous proviennent de la plaine du Mango, etc. Et ces cas confirmés sont surtout liés aux compatriotes qui reviennent du Ghana. La situation au Ghana est telle que le président Akufo-Addo a déconfiné le pays sans réellement maîtriser toute la chaîne de contamination. Et il a été obligé, après avoir entendu ce qui s'est passé chez nous dans le Nord, il a été obligé d'exiger le port de masque dans toute la région de la Volta. Parce que tous ces gens-là qui arrivent au Togo et qui sont devenus des cas confirmés viennent quittent la Volta pour rentrer chez eux. Car en réalité, une fois que le pays a été complètement bouclé, alors les compatriotes étaient obligés de rester au Ghana et jusqu'à ce que le pays soit complètement déconfiné. Et ça crée une autre situation chez nous. Cela voudra dire que au moment où les gens pensent qu'ils ne sont plus vulnérables par rapport à ce virus-là, c'est en ce moment qu'ils déclenchent autre chose dans les milieux où ils vont. Aujourd'hui, c'est vrai que l'autorité a bouclé la région de Jakpanga et de Loti. Néanmoins, il y a encore des déplacements qui se font et la semaine dernière, il y a un élément des forces de l'ordre qui a écrit à un ami lui disant que ils sont arrivés pour boucler la zone, mais toutefois, il y a encore des gens qui quittent la région de Jakpanga pour aller vers Sokodé, Kara, par des etc., chemins clandestins. Des chemins clandestins. Et ces gens-là sont aidés par les conducteurs de taxi-moto. Mais voilà une situation qui risque d'aggraver la situation du Covid-19 au Togo. Depuis quelques jours, la contamination stagnait un peu pour ce qui concernait Lomé, Sokodé et Palimé. Et puis depuis la semaine dernière, c'est reparti avec ceux qui reviennent du Ghana pour Djarpanga, Mango, Gando et même Senkassé. Il y a effectivement cette indiscrétion qui a filtré, mais cela pose le problème d'abord du contrôle effectif des forces de sécurité sur nos frontières, et également de la discipline ou de l'indiscipline des citoyens. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du communiqué que le colonel Amana a fait publier hier, le commandant de la force spéciale, qui s'est plaint du fait que les transporteurs ne respectent pas les dispositions limitant les passagers à bord de leur véhicule et que les passagers ne portent pas les bavettes aussi bien dans les véhicules que dans la circulation et que les gens continuent à braver disons encore le couvre-feu. Alors si nous voulons vraiment nous sortir de cette affaire, les pouvoirs publics feront ce qu'ils peuvent.
ce que nous leur demandons, mais nous-mêmes, citoyens, nous devons accompagner le mouvement par un minimum de discipline. Non, ne cherchons pas le problème là où il ne se trouve pas. Le Covid a révélé une chose, nos faiblesses. On ne nous a pas éduqués à la discipline au Togo. Ni les forces de l'ordre sur les routes, ni la population. La population a toujours été, avant le Covid, de s'arranger avec les forces de l'ordre sur les routes. Les deux sont complices. Maintenant, la situation exige la discipline des deux côtés. Mais ce qu'on oublie, celui qui a faim, c'est une personne très intelligente. Comment elle va faire pour fuir la faim? Ah ça, et c'est ce qu'on est en train de voir. Les gens trouvent leur manger au jour le jour. Et voilà qu'il y a une situation qui dit que personne ne sort. Tu restes chez toi. Ah ça. Et de deux, la personne avant n'était pas habituée à la discipline. Parce que prenez les chauffeurs. Ils savaient que l'argent qu'il arrête, c'était pour prendre de l'argent. Aujourd'hui, l'argent est sérieux et ne veut pas prendre l'argent. Mais le chauffeur, c'est le chauffeur qui ne croit pas. Et maintenant qu'il se rend compte qu'il est sérieux, qu'il ne veut plus prendre l'argent, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contourner. Donc, effectivement, là où les barrages se montrent intransigeants, les chauffeurs ont trouvé des chemins clandestins pour contourner. Ils vont fuir. Or, quand vous prenez le Ghana, ils sont un peu plus disciplinés que nous. Ils savent respecter, à leur manière aussi, de petits filous, l'autorité publique. Bon, maintenant, au Togo, mais c'est maintenant qu'on doit faire plus de vigilance. Qu'on prenne maintenant l'occasion pour augmenter l'éducation civique du citoyen togolais. Parce que sur ce plan-là, nous sommes nuls. Aller au marché, les gens ne respectent rien. Les distances ne sont pas respectées. Donc, il faut revenir à l'éducation civique et citoyenne. Du citoyen togolais. Sur ce plan-là, c'est un déficit total. Merci. Alors, pour accompagner la riposte, il y a des mouvements sociaux, disons des actions sociales, dont par exemple la mesure que le gouvernement a prise pour octroyer la tranche sociale des factures d'électricité aux couches défavorisées, également 10 mètres cubes d'eau pour ceux qui ont le branchement TDE, et puis il y a le programme Novici dont nous parlons abondamment, et ce matin encore, ou bien peut-être dans sa parution d'hier, le confrère Liberté écrivait programme Novici, une belle initiative, mais trop mal mise en œuvre. Et il y a quand même des correctifs qui se font au jour le jour. Et vous en parlez aujourd'hui dans votre journal La Page 6, quand vous relayez ce message. Ne donnez votre carte d'électeur ni le numéro NSF de votre carte d'électeur à personne. Voilà une disposition pour sécuriser les vrais bénéficiaires légitimes de ce programme Novici. Oui, parce que Primus l'a dit tout à l'heure, notre problème dans notre pays, c'est l'incivisme. Et surtout, aujourd'hui, si vous voyez, les gens veulent s'enrichir à toute occasion. Des gens qui devraient normalement bénéficier de ce programme-là parce qu'ils sont vulnérables. Ces gens-là, peut-être pas mégardes, dans des discussions, peuvent donner leur numéro à quelqu'un et surtout leur numéro NSF. Et ça sera à leur dépens parce que celui qui prend ça peut aller calmement bénéficier à leur dépens le programme Novici. C'est pour ça l'agence l'ANADEB
est en train de faire cette vulgarisation pour demander aux Togolais, à toute personne vulnérable, de ne pas donner son numéro ou de carte d'électeur ou son numéro NSF à qui que ce soit, au risque de ne pas pouvoir bénéficier de cet appui-là qui devrait un tant soit peu leur soulager par rapport à la situation que nous vivons tous. Merci. La riposte, elle s'organise sur le plan sanitaire, sur le plan d'accompagnement socio-économique, mais il faudra également veiller à ce que nous ne sortions pas de la pandémie pour mourir de faim. C'est ce que le gouvernement fait par anticipation. Quand le gouvernement, par le ministre Noël Koutera Bataka, vient de lancer le plan de riposte agricole Covid-19. Vous en parlez toujours dans votre journal, Eric. Oui, le plan de riposte agricole Covid-19. Tout ça, en réalité, je dis, répond du plan général d'appui du gouvernement aux populations vulnérables. Vous savez, il y a le directeur de l'ANSAT qui a fait également une sortie pour dire que nous avons 70 000 tonnes de céréales en plus excédentaires. Vous comprenez que il y a suffisamment de céréales pour nourrir les Togolais et comment faire pour que tout le monde puisse en avoir bénéficié en cette période de Covid-19. Donc, le plan qu'a mis en place le ministère de l'Agriculture pour aider les populations va toujours dans ce sens. Sécuriser, dans le sens de la sécurité alimentaire. C'est bien d'avoir un excédent en céréales, en tubercules et en fruits aussi, mais il faudra également préparer la prochaine saison. Nous sommes déjà en principe en plein dans la saison des pluies. Primus, fils de paysan que vous êtes, je présume que les paysans font leurs préparatifs des terrains, que le ministère de l'Agriculture va accompagner également la saison agricole. Je suppose. Oui, c'est la saison. Non, le paysan, oui, c'est la pluie et la sécheresse règlent sa vie. Hein? Je ne suis pas malheureusement fils de paysan comme tu le supposes. Je savais. Je savais. En tout cas, moi je le suis. Je reviens de Haute le week-end. J'ai vu comment mes parents ont commencé déjà à préparer leur champ. Tu n'es pas fils de paysan, mais tu en sais quelque chose. Allons-y. Oui. Non. Le Togo est un pays béni. Toutes les régions du Togo, surtout la région des plateaux, sont des terres arables. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a pas fait une université d'agriculture où... On a 3 millions de kilomètres carrés de terre. Après Kara, on prend Gando, ou entre les tronçons, là, on nous fait encore une université agricole. Tout le Togo, c'est un pays béni, mais peut-être que nous sommes en train de rattraper le retard. Ces zones agricoles qui commencent à être aménagées et différents instituts. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps, le chef de l'État est allé lancer les travaux ici, inaugurer des installations par là, la zone agricole de Kara. Je crois qu'il va être effectif d'ici quelques temps. Eh bien, gageons que avec cette pandémie, on en tire toutes les leçons, non seulement sur le plan médical, mais également de l'organisation vraiment efficiente de nos États à nous prendre en charge en cas de situation de crise. Maintenant, il nous reste une douzaine de minutes. Nous allons ouvrir la page sociopolitique de cette émission. Et les journaux parus aujourd'hui et les réseaux sociaux et les médias numériques également reviennent encore sur la prestation de serment, cérémonie qui a eu lieu le dimanche 3 mai dernier. Pakoudio, vous écrivez, avant la prestation, le Togo a connu un nouveau grand chancelier des ordres nationaux. C'est le ministre Barry Moussa Barké. Alors, vous revenez sur l'événement et vous nous présentez les ordres nationaux de notre pays. Oui. C'est la page 3 de votre journal. Oui, bien sûr. Vous avez
l'ordre du Mono, l'ordre national du mérite, la médaille du mérite militaire, l'ordre du mérite agricole, l'ordre des palmes académiques et la croix de la vaillance. Voilà donc les différents ordres de notre ordre national du Mono. Voilà, ça doit être intéressant pour nous tous, mais surtout les élèves. Les ordres du Togo, il y a l'ordre du Mono, l'ordre national du mérite, la médaille du mérite militaire, l'ordre du mérite agricole, l'ordre des palmes académiques et la croix de la vaillance. C'est tout cela que coiffe le ministre Barry Moussa Barké, et c'est tout ce qu'il a symbolisé avec le collier des ordres nationaux qu'il a remis au chef de l'État à la prestation du serment. Jacques Lemou, je ne sais pas si vous le saviez, c'est également un côté de notre civisme. Oui. Nous devons connaître notre pays, comment il fonctionne. Oui, ça c'est important. D'abord, félicitations aux doyens pour ce travail parce que c'est important ces informations. Et en tout cas, on a suivi ça sur les écrans la fois dernière, cette prestation de serment du chef de l'État. Et je peux dire tout simplement que oui, toutes ces mérites sont là. L'essentiel aujourd'hui. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaissait pas. Qu'on ne connaissait pas, oui. Qu'on ne connaissait pas, merci. Qu'on ne connaissait pas, effectivement, c'est bien. Moi, j'ai envie, en partant, de prendre également une parution, une copie pour. Vous allez prendre la parution avec 250 francs CFA seulement. Et puis, il faut rappeler quand même que depuis le décès du grand officier de l'ordre du Mono, monsieur Haïté Gachin Mivédor, personne n'a été nommé à sa place. Ce n'est que le 30 mai dernier, 30 avril dernier, que le chef de l'État a nommé monsieur Barry Moussa Barké, grand chancelier. Donc le poste a été vacant pendant 7 ans. Oui. Le chef de l'État, il ne trouvait personne à nommer là-bas? Ah, mais 7 ans, non, je ne crois pas. Si, monsieur Nivedor doit être est décédé en 2012 ou bien 2013, si je me trompe. D'accord. Oui, écoutez, on ne connaît pas en réalité les modalités de nomination, etc. Mais je pense que c'est fait maintenant. Barry Moussa Barké est le grand chancelier de l'ordre. Mieux vaut tard que jamais. Maintenant, venons à la prestation de serment. Et comme l'a dit le président de la Cour constitutionnelle la dernière fois, vous y revenez et vous écrivez que avec la prestation de serment de Faure Gnassingbé le 3 mai dernier, la page électorale du 22 février 2020 est définitivement tournée. Oui, c'est fini. Et Abdou Assouma l'a encore dit, il n'y a plus personne pour s'y opposer. C'est-à-dire que les résultats sont définitifs. Le président de la République élu a prêté serment. Alors, on ne parlera plus du scrutin présidentiel du 22 février 2020. C'est bouclé. C'est bouclé selon la loi, mais des gens continuent à en parler. Primus, vous en savez quelque chose? Ceux qui continuent à contester la victoire de Faure Gnassingbé à ce scrutin, ceux qui se revendiquent les vrais gagnants. Oh, ça c'est... Non, le problème même, je crois que c'est un problème francophone. Tous les pays francophones ont ce problème post-électoral, surtout après l'élection, une élection présidentielle. Monsieur le président de la Cour constitutionnelle aussi s'est montré un peu partisan dans son discours. Le tableau qu'il nous a montré, au Togo, nous avons deux problèmes. Ceux qui doivent savoir ne savent pas, et ceux qui savent se taisent. Et ça complique la situation. Mais au moins, toi, tu parles. Le tableau qu'il nous a montré, la formule latine qu'il a dit que ce que nous faisons, ce que nous disons fait loi. Je vais lui rappeler que c'est une formule pharaonique. C'est Pharaon qui dit que Dieu, son Père, l'a fait roi sur les hommes et il a donné l'autorité de faire la loi. Donc c'est une formule africaine d'origine que la Rome impériale a reprise. De deux, la balance n'est pas de Roberval. C'est la balance de justice de Ma.
Vous voyez? Oui. Pharaon a reçu l'ordre de faire la loi, mais lui-même obéit à la loi de Dieu qui est l'ordre de Math. C'est ces deux formules égyptiennes qui est représentée sur le tableau de justice. Vous voyez? Donc, maintenant, il montre la formule pour menacer. Il est sorti de son rôle d'impartialité. Abdou Assouma. Oui. Le problème au Togo... Pour menacer... Je ne menace pas. J'analyse oui. ce que moi j'ai vu. J'analyse l'image que j'ai vue. Oui. Oui. C'est-à-dire que l'impartialité de ce poste et de la personnalité l'obligeait à ne même pas revenir sur les conditions de l'élection. Parce qu'il est venu pour prendre le serment de l'élu. Point final. Point barre. Merci, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats. De gens trouvent que M. Abdou Assouma est sorti de son rôle. Il s'est montré quelque peu partisan, qu'il aurait même, puisqu'il a dit, il a même menacé toute personne qui reviendrait sur cette élection, dont nommément Monseigneur Podro. Alors pour les propos, quand M. Aboudouma qualifiait de parfait les mandats, les 3 mandats précédents de Faure Gnassingbé, Liberté lui répond ici à la page 3, Abdou Assouma, le griotisme lui va bien. Mais ça, c'est un autre débat. mais ça, quand on dit, vous savez, Abdou Assouma est le président de la Cour constitutionnelle. Et Abdou Assouma n'a pas souvent un cadre pour parler, pour dire ce qu'il pense. Mais vous savez ce qui s'est passé la dernière fois? Très sincèrement, tout le monde était quand même ébahi par rapport à ce que lisait le président de la Cour constitutionnelle. Mais avec un peu de recul, il faut se dire la vérité. Lorsque des gens ont la possibilité de sortir, de faire des conférences de presse, d'insulter des gens, des responsables du pays, de leur proférer même comment vous dites, des menaces enfin, quand la situation est comme ça, je pense que Abdou Assouma aussi a trouvé un cadre pour répondre par rapport à tout ce qu'on lui a dit. Des gens qui sont comment dire, maudits jusqu'à des générations de leur progéniture. Vous comprenez le sens de tout ça? Moi, je me dis, c'est pas très sincèrement comme l'a dit Proumous. Tout le monde est d'accord que Abdou Assouma aurait pu faire économie de cette réponse-là, mais avec un peu de recul, il faut se dire que ça a été trop loin. Et qu'est-ce qui empêche le président de la Cour constitutionnelle de nous convoquer, nous journalistes, à une conférence de presse? Pourquoi se sert de la prestation du serment du président pour dire ça? On va éviter un débat entre Eric et Primo. Alors, Jacques Lemou, c'est vrai que M. Abdou Assouma n'a pas su garder toute la hauteur de son siège le dimanche dernier. Mais comme disait Eric Hugues, peut-être que Abdou Assouma a voulu profiter de l'occasion pour répondre à Monseigneur Podro, parce qu'il y a une vidéo qui a circulé ces derniers temps, vidéo dans laquelle on voit Monseigneur Podro menacer et maudire les membres de la CENI et de la Cour constitutionnelle jusqu'à leur 3e génération. C'est peut-être que M. Abdou Assouma a été piqué au vif et qu'il a voulu répondre à Monseigneur Podro. En tout cas, particulièrement, ce n'était pas le moment bien choisi. Une fois encore, moi je pense que, comme le doyen vient de le dire, on pouvait choisir un autre cadre pour le faire. C'est vrai que ce que Monseigneur Podro, ce qu'il a fait, quoique les situations se sont présentées, quoique les mécontentements, le niveau de mécontentement, ce n'est pas bien également, et ça fâche.
et quand on maudit des générations, et quand il s'agit d'un homme, même si aujourd'hui, le fait que Monseigneur Kodjo fait de la politique, il demeure un homme de Dieu. Quand il maudit, ça fait réfléchir et ça craint et ça fait peur également. Et il faut nécessairement aussi avoir un peu de patience pour savoir riposter. Parce que je pense que il y a tout... ils ont tous les moyens en tant que président pour... Monseigneur Kodjo qui maudit les membres de la CENI, de la Cour constitutionnelle, jusqu'à leur 3e génération pour des questions politiques. En fait, qui de droit sera apprécié. Maintenant, Monsieur Aboudou Assouma, qui se sert de son haut siège pour répondre à Monseigneur Kodjo, le débat reste ouvert. C'est pourquoi nous faisons tout humblement l'effort au Club de la Presse ici de garder le sens de la mesure, de garder le sens du discernement, même sur des questions d'importance. C'est important, c'est important. Les deux ont oublié que nous sommes des Africains. C'est-à-dire que, pourquoi ce que Kodjo fait, personne n'est parti le voir à la maison. Pour le dire grand frère, nous restons quand même tes petits frères. On parle ensemble. C'est pas ça la sagesse africaine. Alors, il y a quelque chose qui empêche M. Aboudou Assouma de faire une délégation d'aller voir M. Kodjo là où il habite pour dire grand frère. Pourquoi vous dites des choses pareilles? Encore une fois, gardons le sens de la mesure, du discernement. Oui. C'est des affaires publiques. Oui, on est tous d'accord. On devrait se garder de franchir le Rubicon. On est tous d'accord là-dessus. On se dit, le lieu ne se prêtait pas pour répondre. Mais moi, je dis tout simplement que c'est une réponse qu'il est en train de donner à Monseigneur Kodjo. Parce que vous savez, la portée de ce que Monseigneur Kodjo a dit, mais si nous la mesurons, nous savons que c'est très fort. Il faut se dire la vérité. Mais quand c'est à ce niveau-là, personne ne réagit pour dire non, c'est pas au cours d'une conférence de presse, c'est pas à ce niveau qu'il faut faire. Mais là, est-ce que le cadre s'y prête pour qu'on maudisse des gens? Merci beaucoup. Il est 12h. Nous allons souffler un peu. Le temps de nous brancher sur vous sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 1968. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de la liberté, de la journée internationale de la liberté de presse, notamment la déclaration de la TOPEL et les préoccupations de la presse dans ce moment de coronavirus. On est revenu sur les derniers détails de la pandémie et les défis, et on a terminé avec la prestation du serment du chef de l'État et tout le débat qui continue à s'animer tout autour. 93.5 Canal FM. Bien, le Club de la Presse devient plus inclusif avec vous en ligne. Les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Nous avons parlé donc, nous allons commencer par saluer les sages-femmes qui célèbrent leur journée aujourd'hui. Ces braves dames au bras par qui naissent nos adorables enfants. Le premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, salut monsieur. C'est abonné. Oui, allez-y. Oui, je salue le plateau et je salue aussi les sages-femmes dont vous avez fait 4 heures. Et monsieur Sage, je suis un peu inquiet pour la presse togolaise. Et sur ce, je vais proposer ceci. Comme le représentant est là, je pense que vous devez nous faire un projet et que si nous, Togolais, on peut vous aider, on pourra vous aider. Je crains que dans les jours à venir, certaines presses ne vont plus paraître et je n'aurai plus l'information. Je prends un exemple type, nous sommes 1 million de Togolais et nous donnons 400 francs par tête à partir de Flouze ou bien Timoni. Ça fait 400 millions. Et si vous faites un projet que vous nous expliquez bien, on n'en a pas beaucoup, mais on peut avoir une idée de la chose pour qu'ensemble, on puisse battre le coronavirus en attendant vos discussions parallèles avec l'État. Ça, c'est ma préoccupation. Merci beaucoup pour votre bienveillance. Oui, la question, c'est par rapport au décès du soldat en question. Du lieutenant-colonel Madjoulba. Oui. Est-ce que c'est de la coutume que quand
il y a un décès au niveau de l'armée, on ne le dit pas, ou bien c'est une loi écrite quelque part qui le dit. Je suis inquiet sur ce point-là que celui qui, par exemple, s'il y a le cas de Burkina Faso et autres là, il y a les djihadistes par-ci, par-là, c'est ceux-là qui vont nous défendre. Et c'est maintenant une élite comme ça qui est décédée. Merci beaucoup, abonné. C'est vrai que le débat est ouvert. Pas plus tard qu'hier, l'armée française a rendu public qu'un de ses soldats est tombé au Mali. Alors, ce que la France fait, est-ce que le Togo ne peut pas le faire? On y reviendra. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Kokou. Monsieur Kokou. Oui. Allez-y. Je salue tes confrères. Nous vous saluons aussi. Ma première question, je voudrais savoir, concernant la presse, l'aide de l'État à la presse. Est-ce qu'on a pris une loi qui a acté que l'aide est portée à 150 millions ou bien après cette pandémie, on va nous dire que c'est à cause de la pandémie qu'on a amené l'argent à 150 millions et qu'on revient en arrière, comme c'était le précédent, lorsque le chef de l'État vous avait fait... Oui. Votre seconde préoccupation? Ma seconde préoccupation, un de vos confrères a utilisé le mot que le président de la Cour constitutionnelle a utilisé l'autre fois, le mot « zouaï ». Je voudrais savoir, ce mot-là, son explication, est-ce que c'est un mot d'insulte ou bien quoi? L'ami Kokou, vous avez quand même un dictionnaire, vous pouvez chercher le sens du mot ouaï, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous aussi, vous pouvez chercher le sens du mot ouaï dans le dictionnaire. Nous passons à l'auditeur suivant. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est Rémi. Rémi? Oui. Oui, allez-y, Rémi. Ok, j'aimerais savoir, parce qu'en lisant bien les propos de mon bonjour, moi je me rends compte qu'il veut parler de ceux qui ont participé au bourrage d'urne, c'est-à-dire les membres qui sont complices s'il vous plaît. Vous avez vu la vidéo s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Monseigneur Kodjo? Vous avez écouté ses propos? Merci, il est parti. Allô? Oui, bonjour l'ami. Oui, c'est Marcel. Marcel, oui, allez-y. Oui, félicitations pour l'émission. Je vous en prie. Moi, j'ai deux préoccupations. Vraiment, et j'aimerais, je dis félicitations à la presse, mais j'aimerais demander à M. Primouche, qui disait tout de suite que si Abdou Assouma ne pouvait pas aller chez Monseigneur Kodjo pour le demander, tout ça. Actuellement, lui-même, là, pourquoi il dit ça à la radio? Lui aussi n'a qu'à s'approcher de Abdou Assouma pour lui dire, grand frère, toi aussi, ce que tu as dit là, c'est pas bon. Vous les grands, voyez-vous. Ça, s'il vous plaît. Quand j'ai suivi la vidéo de Monseigneur Kodjo, je suis tombé des nues. Tous ces propos venant d'un prélat, c'est extrêmement grave. Mais ce n'était pas l'occasion aussi pour Abdou Assouma de répondre, mais bon, en tout cas, chez nous on dit, bon, quand les grands prennent les boîtes de concert pour sortir s'amuser dehors, que feront les enfants? Vous allez rester à bouche bée en les regardant seulement. C'est grave des hommes sages chez qui nous pouvons prendre des conseils, lancer des choses comme ça. Donc c'est un jugement à Salomon que vous appliquez à Monseigneur Kodjo et à Abdou Assouma. Mais c'est grave. Merci. Des responsables comme ça. Non, si premièrement c'est venu d'un prélat, un sage, c'est-à-dire quelqu'un qui se met devant un peuple pour lui prodiguer des conseils, dire des choses, même maudire quelqu'un jusqu'à sa famille, jusqu'à la 3e génération. C'est extrêmement grave. Merci. Mais Abdou Assouma aussi, lui aussi, il a trouvé l'occasion pour le répliquer. C'est normal. Merci beaucoup. Le Dieu que je connais, c'est un Dieu d'amour, Dieu qui pardonne tout. Allô? Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Mon directeur. Papa Simiti. C'est malheureux ce que nous vivons au Togo. Monsieur, mon prédécesseur venait d'en parler. Monsieur Primouche. Oui, monsieur Simiti. Avec tout le respect que nous vous devons, les SAS sont nos enfants. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé depuis 56 ou avant à nos jours. Aucun ne peut connaître la politique. Ils sursautent seulement. Mais Dieu a dit,
je suis musulman. Toi qui demandes qu'on te pardonne, as-tu pardonné à ton prochain? Un homme de Dieu. Je ne défends pas le président Assouman Bouin Lasseni. Vous me connaissez. J'ai dit que je suis pour tout le monde. Je peux donner des conseils au président Ford, à Kadam, au président Jean-Pierre. Comment un prêtre de ce haut rang peut dire qu'il a maudit les gens? Je vous remercie parce que vous nous enseignez. Grâce à vous, moi, j'ai écouté aujourd'hui qu'un prêtre a pu maudire jusqu'à la 3e génération. Ce n'est plus un prêtre, ça. Excusez-moi. Il y a des gens qui dit, je ne vous ai pas donné la vie pour que je vous l'ôte. C'est Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti. L'auditeur suivant, bonjour. Alors, monsieur... Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur François. François, ok, allez-y. Bon, tout ce que monsieur Sibiti a dit tout à l'heure, il faut savoir bien que si quelque chose ne va dans ton pays, il faut réagir comme il faut. Par exemple, je dis 1, 2, 3. Dieu a dit quelque chose. Si les gens, on est en train de quoi là, je ne sais pas comment dire. Si on est en train d'opprimer les gens qui sont pauvres et ceux qui sont aisés, en train de caresser ce gens-là, il faut les gens de Dieu, pasteurs, imams, il faut parler de ceux qui oppriment ces gens-là. Mais je suis obligé de dire à monsieur Sibiti, par exemple, nous avons voté. Quelqu'un a dit qu'il a gagné et le cours constitutionnel a proclamé l'autre personne. Ce qu'il est en train de dire, est-ce que c'est normal? Il n'a qu'à nous dire ça. Merci beaucoup. J'avoue que je ne vous ai pas bien compris, hein. Oui. Allô? Oui. Je dis, hein. Oui. Le président de la Cour constitutionnelle a déclaré. Est-ce que ça se passe dans tous les pays? Hein? Si ça passe dans tous les pays, il faut nous dire ça. Parce que ça nous dit directement qu'il est dans ce côté. Okay. Il nous a dit clairement qu'il est dans l'UNI. Si on nous dit clairement que le président de la Cour constitutionnelle est dans l'UNI, il ne peut pas nous dire que non, ou il ne peut pas nous dire que c'est non. Ok, mais maintenant je comprends un peu. Au suivant, le suivant, bonjour. Allô, Georges. Oui, Georges. Oui, je crois qu'avec l'âge, il faut grandir. Et grandir, devenir sage, c'est vouloir la justice. Et la justice voudra qu'on recompte les urnes. Le reste, ce n'est que de... Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on recompte les urnes pour savoir qui a gagné. À ce jour, si quelqu'un me dit que c'est le président qui a gagné, je dis c'est faux. Alors si on se parle derrière certains artifices pour se dire que la Cour constitutionnelle n'a pas, le code électoral ne le dit pas, bon, on sait que l'histoire donnera toujours raison à la justice. Oui, Georges, on peut vous comprendre, mais c'est que selon la loi du Togo, et comme l'a écrit l'Union, la page du 22 février est définitivement tournée. On ne refuse pas, tout le monde dit ça, les journalistes viennent à la radio disent ça, mais à la fin, dans ce pays, on a attendu 32 ans pour faire les élections municipales. J'étais en classe de 4e quand la dernière s'était produite, l'avant-dernière quoi. Donc, les deux tours là de 2002, on la donne en 2020. Donc, on va encore attendre 20 ans pour qu'on nous dise, ok, maintenant, on va repousser les urnes, bureau de vote par bureau de vote, ce sera proclamé bureau de vote par bureau de vote. Mais on va où là? Merci Georges. Merci. Je vous en prie, Georges. Il y a déjà un suivant en ligne. Bonjour l'ami. Allô. Oui. Monsieur Sass. Oui. Les élections, ça ne me regarde pas. Je parle de la malédiction. Oui. Que nous n'avons pas, personne n'a le droit de maudire son procès. Les élections, le président a gagné, il a gagné. Moi, je parle donc en tant que croyant. Donc que les gens me laissent tranquilles. Est-ce que vous avez le droit de maudire votre prochain quand Dieu le refuse?
C'est de ça que je parle. Le reste, ça ne me regarde pas. Merci, Papa Zibiti. Merci pour votre retour. Oui, bonjour le suivant. Bonjour, Youssef. Oui. Oui, c'est par rapport à vous, les journalistes, que je suis venu. Oui, c'est monsieur. C'est monsieur. C'est monsieur Kokou. Kokou, oui. Oui. Vous, les journalistes togolais, je ne vous comprends pas. Depuis que l'opposition togolaise a pu travailler sur la liberté d'expression togolaise, c'est vous qui en avez réjoui, n'est-ce pas? Oh. Allez-y. Nous vous suivons. Qu'est-ce que vous, les journalistes togolais, qu'est-ce que vous avez pu réclamer au niveau de la HAC? La HAC de l'opposition a œuvré jusqu'à, ils ont mis en place. Et l'opposition a fait tout jusqu'à la liberté d'expression. Là, aujourd'hui, vous êtes sur le plateau, critiquez encore les mêmes opposants. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour le peuple togolais? Vous, les journalistes, qu'est-ce que vous avez pu réclamer au niveau du HAC ou bien au niveau du gouvernement? Si ce n'est pas seulement que... Je comprends, l'ami, que vous ne comprenez rien au sujet. Je préfère passer au suivant, s'il vous plaît. Vous perdez le temps, ceux qui attendent en ligne. Alors, oui, bonjour, l'ami. Oui, c'est Aboni qui est revenu. Oui. Monsieur Sass, j'aimerais rebondir sur l'affaire de M. Fondro et le doyen Abdou Assouma. Oui. Pour moi, le fait déjà que la Cour constitutionnelle s'est déplacée, moi, ça m'inquiète. C'est-à-dire, si un jour, un député décide à ce que la Cour passe chez lui, parce que son espace est plus grand que celui de la Cour, ça pourra se faire. Maintenant, au niveau de M. Fondro, vous voyez, en un temps record, M. Fondro est devenu un politicien. Et lui-même, il a dit, il a été sur le terrain pour faire le travail avec son candidat. Et on l'a volé. Vous savez, chez nous, quand vous allez, on vous a volé, et que vous allez à la gendarmerie ne vous trouve pas votre bien, qu'est-ce qu'on fait? On revient à la maison, on prie. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Et si réellement, vous voyez, il y en a certains... L'ami abonné, est-ce que Monseigneur Kodjo a pu fournir les preuves de la victoire qu'il continue à revendiquer pour son candidat? Ça, c'est une affaire de la Cour constitutionnelle. Et on avait demandé de recompter bureau de vote. Merci, l'ami abonné. Ce sujet-là, nous l'avons déjà beaucoup abordé. Passons suivant avec l'auditeur qui attend en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur Alassani Namoro. Alassani. Oui. Ok, nous vous écoutons. Monsieur Sass. Oui. Je voudrais, dans ma participation, commencer par un adage de chez moi. Qui dit ceci: si la vérité pouvait être un anneau, se poser sur l'orifice du sexe de votre belle-mère, et que vous prenez votre sexe, vous prenez cette bague, vous ne l'aurez pas pénétré. Vous me suivez? J'essaie de vous suivre. Oui, ça veut dire que le sexe masculin, pour prendre la bague, doit être en érection. Il doit descendre et de retour il prend la bague. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas pénétré votre belle-mère. Ok. On a seulement pris la bague. Vous dites quoi? Non, le sexe a seulement pris la bague. On a seulement pris la bague. Ça peut dire que c'est difficile de prendre la bague et descendre. Ça peut dire que dans ce pays, il y a une vérité que tout le monde sait et il ne la dit pas. À l'heure où nous sommes, je crois que nous entamons mal le nouveau mandat. Que c'est commencé par des malédictions. Je ne sais pas si ce n'est pas un des exemples de ces malédictions qui se produit avec la mort de notre bénéficiaire. S'il vous plaît, il s'agit quand même de la vie d'un être humain, d'un compatriote. Un peu de respect, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous-même, là, est-ce que vous accepterez que quelqu'un vienne vous maudire? Ça me fait mal. Okay. Ça me fait mal. Pourquoi aller faire jusqu'aux malédictions? Ça me fait mal. Ok, merci beaucoup. On a compris pour l'essentiel. Merci encore. Bonjour l'ami. Allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Stas. Oui. Un mot à l'endroit des médias journalistes et l'autre mot par rapport civil. Oui, allez-y. Votre travail est limpide, je parlais des médias journalistes. C'est M. Alberono d'Akego. Bon, les différentes façades de couleur du travail que vous abattez, vos rôles et importance m'amènent à vous classer en position du premier pouvoir. Alors, que Dieu vous bénisse
et que tout État vous le reconnaît en vous dotant d'éléments patrimoniaux et extra-patrimoniaux. De courage à vous. Merci, merci. Merci pour la bénédiction sur nous tous. Par rapport à l'activisme, oui. Ne voyez-vous pas que l'éducation est fondamentale dans la vie de toute l'humanité, étant donné que, souvenez-vous, dans l'histoire de l'éducation du Togo, il y avait le CEP, après que le CEP est dilué en donnant naissance à CEPD, à un moment donné, il y a le probatoire qui était supprimé. Donc, en somme, la problématique de l'éducation dans notre pays. Merci, faute de temps, souffrez que je vous arrête là. Primus, si je prends le dernier auditeur, il a essayé de vous reprendre. C'est-à-dire que le problème ici au Togo, c'est qu'on revienne à l'éducation en soi et à l'éducation civique et citoyenne. Ça nous fait défaut, beaucoup. Et voilà le prix que nous payons. Et Jacques Lemou, vous avez suivi les auditeurs dans tout ce qu'ils ont dit. Oui, d'abord, j'ai trouvé la première personne qui a appelé en faisant une proposition qu'on mette en place un projet et que les citoyens togolais puissent participer. Je pense que c'est noble cette réflexion-là, et je pense que on va faire le retour à nos confrères et voir ce qu'il en est. Alors, par rapport à la question de malédiction et autres, nous l'avons déjà dit. Il faut avoir le courage de le dire, que si vous suivez la vidéo, franchement, les propos n'étaient pas vraiment à propos de Monseigneur Podro. Franchement, ça frappe. Et pour moi, en tant que prélat, c'était pas bien. Et à la fois, comme on le dit, le milieu ou bien le lieu choisi pour le président de la Cour constitutionnelle pour aussi répondre à toutes ces interventions n'était pas aussi bien indiqué. N'était pas approprié. Merci Eric. Moi, je vais d'abord donner la définition de ouaille. En fait, on dit les ouailles, ce sont les fidèles du pasteur. Donc, on peut extrapoler un peu, l'élargir à d'autres personnalités en parlant du président et ses ouailles, etc. Donc, c'est pas pour insulter, mais c'est juste pour indiquer le clan dont on veut parler. On parle de Monseigneur Podro, il est prêtre, il est Monseigneur, il a ses fidèles. Donc, on parle du prêtre et de ses ouailles. Ce sont les fidèles. Donc, c'est pas un terme péjoratif. Non, c'est pas péjoratif du tout. C'est pas péjoratif. Maintenant, quant à la réaction de façon générale, je comprends. On a bien fait d'avoir ce débat contradictoire vis-à-vis de la malédiction et de la réponse qui ont été données. J'ai compris que il y a des Togolais qui sont d'accord pour que le président de la Cour constitutionnelle réponde à Monseigneur Podro. Toutefois, chacun aurait voulu que le cadre soit un peu différent du cadre de la prestation de serment du chef de l'État. On est tous d'accord là-dessus. Maintenant, quant à la personnalité de ces gens-là qui nous obligent à suivre ce scénario-là, je pense qu'ils doivent, c'est à eux aujourd'hui, avec leur âge et leur sagesse, de former les citoyens à ce que la politique ne soit pas un terrain de division. Mais plutôt, aujourd'hui, il faut voir, nous sommes tous en face du Covid-19. Vous avez vu le président de l'ANC qui, tout en étant maire de sa commune, qui s'est levé pour aussi éduquer les populations, sensibiliser ces populations pour quand même respecter les mesures barrières. Est-ce que aujourd'hui le président de l'ANC peut faire autrement? Non. Il est obligé de suivre ce qui se passe au niveau mondial. Donc je pense que c'est ce qu'il faut. À un certain moment, il faut qu'on se remette ensemble pour les questions d'ordre national. Merci. Chez moi au village à Dangbeya Haouté, on dit les poules se battent mais ne se crèvent jamais les yeux.
nous parlons d'affaires publiques. On peut ne pas être d'accord avec X ou Y, mais le Togo reste notre bien commun. Tâchons de ne pas l'oublier. Et nous avons commencé cette émission avec la pensée. Dans la vie, c'est bon de viser loin quand on vise bien. Nous nous sommes même permis de demander au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de bien viser et de viser loin pour notre pays, le Togo. Et puis, la pensée d'hier tendait à nous appeler, nous tous, à magnifier, à honorer et magnifier nos différents postes. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, très rapidement, vos cartons de fin d'émission, Jacques Lemou. Je n'ai pas particulièrement un carton. J'ai tout simplement une doléance que ce quinquennat-là se penche véritablement sur beaucoup plus de pragmatisme en matière de développement économique de notre pays. Vous joignez à moi, vous demandez à Faure Gnassingbé de viser bien et loin. Oui. Merci Eric. Ah oui, dans ce cadre-là, carton vert à Faure Gnassingbé parce qu'il va viser loin. Attendons qu'il vise d'abord et puis on verra quel carton lui attribuer. Maintenant votre carton, vous Eric. Mais c'est ça, je l'ai déjà donné. Ok. Primus. Non, moi j'ai soif d'actes symboliques unificateurs. Et les hauts responsables de nos pays en manquent. Moi, j'aurais souhaité que le président Souma, de sa tribune, souhaite un joyeux anniversaire à Monseigneur Kojo pour ses 90 ans, pour voir comment est-ce qu'il va aller. En tout cas, le club de la presse avait souhaité joyeux anniversaire à Monseigneur Kojo le jour même. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Et demain, donc, nous allons animer cette émission spéciale qui sera reprise en synchronisation sur différentes radios comme Nana FM, Radio Zéphyr, Métropolis, Taxi FM, Sport FM, Victoire FM et d'autres radios de l'intérieur. C'est notre part de faire notre travail civique au quotidien. Bon appétit chez vous, si vous trouvez à manger. De toute façon, Dieu ne va pas nous oublier. Et à demain, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.